Salut à tous, bienvenue au cœur de l'extrême. Cette semaine, on est de retour dans la neige ici aux Arcs et je vous emmène à la rencontre de Thibaut Dujosal, qui est un athlète particulier, freerider et producteur de films de ski. Et il a également un parcours tout à fait étonnant. Et ça, on va le découvrir avec lui tout de suite après le générique. Et voilà, comme convenu, on se retrouve en haut de l'Aiguille Rouge, donc sur le domaine des Arcs, avec Thibaut Dujosal qui est notre invité et notre guide pour la journée. Comment ça va, Thibaut? Bah écoute, ça va pas mal, ça pèle un peu, moins 22, mais ça va. Et ça pèle très très fort. Donc là, on est sur l'Aiguille Rouge, le domaine des Arcs où tu vis et où tu skis. Donc Thibaut, je ne l'ai peut-être pas précisé, c'est un skieur freeride avant tout, on va revenir sur sa carrière. Mais ici, pour le freeride, c'est pas mal. Ouais, j'avoue que j'ai la chance d'avoir une station où pour le freeride, le domaine est juste exceptionnel. Là on est au sommet de l'Aiguille Rouge, 3280 mètres, et puis on a 2000 mètres de dénivelé, de hors-piste, sans remontée mécanique, qui descendent sur Villaroger, avec des couloirs, avec des grandes pentes, avec de la forêt, avec un terrain de jeu exceptionnel. Et moi qui ai grandi ici, le bonheur. Oui, puis ici tu es au milieu de tout, c'est-à-dire tu peux partir en Italie, tous les domaines se joignent plus ou moins. Donc... On est central, ouais. On est à 15 minutes des plus grandes stations françaises, ou même de l'Italie comme tu le disais, donc c'est parfait quoi. Et du coup on en parlera plus tard dans l'émission, tu fais beaucoup d'images, j'imagine qu'ici pour faire des images, tu as notamment derrière ici des lieux privilégiés. Ouais, là on est juste à l'entrée du couloir qui s'appelle Valdez, c'est un peu mon jardin secret ou mon jardin préféré parce qu'il est plus vraiment secret, et on a fait un paquet d'images dedans, c'est clair. On va parler de ta carrière sportive. Peut-être un petit mot avant ta carrière sportive, tu as démarré par l'image. J'ai démarré par l'image, par la photo en fait. Je faisais à l'époque des voyages avec un photographe et on ramenait des reportages pour la presse spécialisée. Donc j'ai débuté comme ça, année 2003, ça commence à dater. Et puis progressivement, je me suis ouvert sur la vidéo, les toutes premières vidéos. Après est arrivé le Freeride World Tour, donc j'ai rebasculé sur la compétition parce que mes sponsors me demandaient pas d'y aller, mais me demandaient d'y aller. Enfin, en tout cas, voilà, j'ai senti qu'il fallait basculer sur la compète. Ça s'est plutôt bien passé. Donc tu rentres au Freeride World Tour en 2008? Non, 2008 c'est le lancement du Freeride World Tour. Ouais. Il y avait une liste préétablie avec des gros noms et des mecs qui tournaient bien en compète. Moi j'y étais pas parce que je faisais pas beaucoup de compète, donc j'ai dû passer par les Freeride World Qualifier en 2008. Et puis à l'issue de 2008, ils prenaient les 4 meilleurs du qualifier pour monter sur le Freeride World Tour. J'ai réussi à rentrer dans le top 3 et je suis monté sur le Freeride World Tour en 2009. D'accord. Et 2009, tu fais ta meilleure saison. Tu arrives rookie et tu casses tout, tu finis 6e mondial. Ouais, c'est un peu ça. En fait, j'ai fait le pari de prendre un préparateur physique, Jérôme Lepage, pendant l'été 2008. Et je me suis préparé comme un dingue pour arriver sur le Freeride World Tour. Et puis bah ouais, ça a super bien débuté. En Russie, je fais 3e, un peu de chance. Et puis affûté, prêt comme jamais. Et surprise pour tout le monde parce que je sortais de nulle part. J'avais peu fait de compète dans le passé. Et puis bah, ça a lancé ma saison qui s'est vraiment bien déroulée puisque j'ai fait des bons résultats à Tignes, à Verbier. Et j'ai fini 6e mondial. Ce côté de préparation physique, c'est quelque chose qui devait peut-être pas être très courant à l'époque dans le freeride. Sachant que toi, tu as un background en ski alpin aussi, tu avais l'esprit de compète et cette dimension physique en tête. En fait, bon, j'ai un passé dans l'alpin, donc j'avais des bases techniques. Et puis j'ai toujours été fada de sport, j'en ai fait à haut niveau. J'ai été nageur dans ma jeunesse à haut niveau. Après, j'ai basculé sur du roller hockey. Enfin bref, le sport, c'est un peu ma vie. Et c'est vrai que moi j'ai mis cette dimension préparation physique. Je m'étais inspiré de Manu Guédé à l'époque, qui a fait triple champion du monde et qui lui se préparait physiquement. Et je m'étais dit que ça devenait obligatoire de se préparer parce que le sport se professionnalisait et qu'il fallait que je passe par là. Et puis bah, avec succès parce que j'ai fait une saison de folie quoi. Et du coup tu es resté 3 ans sur le... 3 doigts. 3 ans sur le World Tour. Tout est écrit à l'avance. Donc 3 ans, c'est ça? Ouais. 3 années, 2009 je cartonne, je me prépare encore mieux pour 2010. 2010 j'étais vraiment affûté physiquement comme jamais j'ai été, ouais. Mais j'ai mal commencé la saison à Chamonix avec un tête de pied.
Et puis ça m'a mis dans une spirale négative avec un peu de pression parce qu'à l'époque il n'y avait que 3 courses pour être qualifié pour Verbier, il gardait que les 12 à la fin de saison. Et c'est compliqué de... C'est ça, ouais. C'est chaud. Ouais. Tu as énormément de pression parce que en gros tu n'avais qu'une chance, quand tu l'as déjà foiré, c'est-à-dire que tu arrives à la compète d'après, tu n'as plus le droit à l'erreur. Et ça reste un sport aléatoire, hein. On est vraiment exposé, le petit caillou qui est planqué sous la neige, le coup de pas de chance ou le coup du ski mal aussi. Et ça te met beaucoup de pression, quoi. Et c'est vrai qu'en 2010, j'étais fort physiquement, mais j'ai bu la tasse niveau mental. Pas là, ouais. Et je me suis écroulé. Alors, j'ai pas fait une saison pire que ça, hein. J'ai fini 13e mondial, mais c'était pas mon but. Ouais. Moi, je venais vraiment pour viser le podium après la première saison, ouais. pour améliorer. Et donc, je suis passé au travers. Et en plus, je finis la saison 2010 en me blessant. Je me fais le genou. Bon, c'est courant pour les skieurs, mais qui m'a mis dans le dur et qui a fait que à l'été 2010, j'ai dû faire 6 mois de rééducation et pas 6 mois de préparation pour 2011, quoi. Et donc, je l'ai aussi payé en 2011. D'accord. Le fait de faire 6e dès ta saison de rookie, c'est une vraie performance. Est-ce qu'il y a vraiment un gap en termes de difficulté, d'engagement de face, en termes de pression médiatique aussi, j'imagine, par rapport aux qualifiers? C'est clair que c'est pas la même chose. Sur les qualifiers, tu vas, il n'y a pas grand monde, il n'y a personne. Au niveau des médias, au niveau des suiveurs, je dirais que c'est quasiment anonyme. Tu es entre les compétiteurs, entre les skieurs, mais c'est peu suivi. Tu arrives sur le Freeride World Tour, et tu as des grosses faces, tu as des gros noms, tu as des gros sponsors, tu as les médias qui suivent, il y a de l'enjeu, tu es en live maintenant sur YouTube. Ouais. Donc c'est des choses qu'il faut apprivoiser et tu peux vite passer au travers. C'est complexe hein, maintenant le sport de haut niveau et le freeride encore plus parce que y a ce que toi tu maîtrises, ta préparation physique, ton ski, mais après tu joues aussi avec les éléments extérieurs et ça tourne pas toujours en ta faveur. Donc c'est pas évident de bien lancer sa saison, mais par contre c'est capital parce qu'un bon résultat met une bonne dynamique et tu vas bien enchaîner. Un mauvais résultat te met d'entrée une pression d'enfer. On va arrêter notre petit tournage ici parce que vraiment moi je suis frigorifié et les caméras vont tomber en rade les unes après les autres puisque ça nous est déjà arrivé. Pour le coup c'est la deuxième fois qu'on fait cette interview. On va descendre un peu l'aiguille rouge et on se retrouve en bas où il fera nettement plus chaud, peut-être un bon moins 20, moins 19. Ouais, voilà. Presque l'été quoi. Alors là on est au sommet de l'Anchette en fait, c'est le début d'un hors-piste assez réputé sur les arcs. On a devant nous l'aiguille rouge dont on arrive. Au fond, là-bas, dans l'ombre, la face nord de Belle-Côte, qui est très réputée aussi pour le hors-piste, c'est sur le domaine de la Plagne. L'aiguille Grive, une des belles zones freeride aussi sur les arcs. Et puis derrière nous, on a le Mont Blanc, côté italien, et à droite, les Grandes Jorasses. On est assez proche de la frontière avec l'Italie en fait, puisque la Rosière est le versant opposé, et juste derrière la Rosière, on bascule sur le Val d'Aoste en Italie. Je suis né à Bourg-Saint-Maurice et j'ai grandi à Villaroger, c'est un petit village qui a juste au pied du versant derrière nous. J'ai grandi là-bas, j'ai appris à skier là-bas et puis j'en ai pour mon compte ici quoi. J'ai un des plus beaux domaines hors piste que je connaisse et pourtant je voyage beaucoup. Hein. Donc j'ai pas eu de raison de partir. Il y en a d'autres qui naissent ailleurs et qui vont sur Chamonix, sur les Trois-Vallées, sur Espace Kili. Moi ici je suis pleinement satisfait, j'ai un domaine juste de dingue. Et comme on parlait tout à l'heure, de l'aiguille rouge tu partes à 2000 mètres de dev, de dénivelé négatif, sans remonter, sans rien en pleine nature. Et tu as peu d'endroits dans le monde où tu as ça quoi. Donc moi je suis pleinement satisfait et ici je m'éclate comme un petit fou. À 5 minutes à vol d'oiseau de l'Italie quoi. Un vol d'oiseau. Ouais. C'est important en montagne de préciser vol d'oiseau. Ouais. Parce que 5 minutes, l'Italie est à 20 minutes en été et aller à 2h30 l'hiver parce que tu es obligé d'aller à Chamonix et de prendre le tunnel. Et c'est assez cool parce que les Italiens ils savent recevoir, ils font de la bonne bouffe donc quand tu es à proximité c'est pas mal. En fait ici on est central, on a plein de belles montagnes dans les environs et ça c'est quand même un gros avantage quoi. 2 heures, 3 heures de route, tu fais du top ski dans des montagnes incroyables. On a la chance dans les Alpes d'avoir des massifs de dingue quoi. Donc pour la pratique du ski hors piste ou du ski freeride, c'est juste le paradis. Sachant que je passe la moitié de ma vie ailleurs, écoute, il y a plein de belles choses partout dans le monde. Chaque massif a sa particularité. C'est vrai que moi j'aime bien la Russie parce que y a une neige incroyable, parce qu'il y a un petit côté sentimental aussi. C'est là-bas que j'ai fait mon premier podium en World Tour. Donc voilà, il y a ce feeling qui existe. Ils ont aussi des territoires de dingue. Et puis ce qu'ils ont ici que j'aime bien, et ce qui est pareil aussi pour l'Argentine,
c'est que tu peux aller au-delà des sentiers battus. Le ski est très peu développé. Par contre, ils ont énormément de territoire avec de la montagne et de la neige. Et maintenant, moi, je suis vraiment dans ce créneau, on va dire. Je suis plus un skieur voyageur qu'un skieur freeride classique qui fait de la compète. Et donc, je pars à la découverte de zones où potentiellement des gens n'ont jamais mis les skis, quoi. Et c'est ça qui me fait kiffer maintenant dans la pratique du ski, c'est vraiment aller découvrir des zones de dingue avec des paysages incroyables et où personne n'a été, quoi. Voilà, c'est de l'aventure, c'est beaucoup plus de l'aventure, mais c'est ça qui est fou. Et puis après, quand je veux revenir dans mon confort, je rentre à la maison, je viens à 1950, je chausse les skis et là j'ai des runs de dingue à proximité en 5 minutes, quoi. On est redescendu aux Arcs 1950, qui était notre point de départ et où il fait pas vraiment plus chaud. Hein. On a gagné quelques degrés, je pense. On a gagné quelques degrés, mais c'est limite. C'est-à-dire que maintenant on bouge plus, donc on est en train de les perdre aussi très très vite. On va profiter de notre petit arrêt pour revenir un peu plus que sur ta carrière, sur ton parcours de vie qui est particulier et que j'aimerais bien le mettre en valeur, j'aimerais bien en parler. C'est-à-dire, pour faire simple, et puis tu vas expliciter le truc un peu plus, tu avais 21 ans, tu as eu un accident en faisant du hockey. Roller hockey, hockey sur gazon, hockey sur roller glace. hockey. Roller hockey, sport très dangereux, sport extrême. Et du coup, tu as quasiment perdu la vision d'un de tes deux yeux. Ouais, on peut le dire. Effectivement, entraînement avec des potes, enfin échauffement avant le match. Je prends un coup de crosse, une chance sur 1 million, mais bon voilà, ça arrive. Sur le coup, je m'évanouis, je pisse le sang, je vais à l'hôpital directement. Bon, il y avait une espèce de balle de tennis, donc je pensais que c'était que l'histoire de quelques jours. Ouais. Et puis au bout de quelques jours, je fais un examen de l'œil, et là, le chir assez radical, il me dit bon, la vision, c'est fini. Et puis moi, un peu naïf, je fais c'est fini, ok, d'accord, mais la semaine prochaine, c'est bon, je peux revoir. Il me fait non, vous n'avez pas compris, c'est fini, quoi. Alors là, grosse baffe, parce que forcément, t'es jeune, t'es le roi, t'es le king, et puis là, tu tombes de ton piédestal. Surtout que pour moi, ça allait plutôt bien. C'était le début en freeride des premiers partenariats. À l'école, ça se passait bien. Tu étais étudiant, tu étais amateur, tu faisais du sport partout. Enfin, exactement, la belle ouais. vie, quoi. Ouais, la belle vie, clairement. Et puis là, j'ai enchaîné spirale négative. J'ai passé 2 mois à l'hôpital parce que l'œil avait sacrément reçu. En fait, en plus, l'œil droit, qui est mon œil directeur, en gros, ça a tout cassé dedans. On m'a décroché le cristallin, un hématome sur la rétine. Je suis passé de 10 à -3, pour te dire, la vision. Sur l'œil directeur, ça fait mal, quoi. Ouais. Et on va dire que ça a été aussi une bonne chose, parce que pendant ces 2 mois où j'étais à Lyon, un peu loin du foyer familial, mais je voulais pas non plus mettre mes parents là-dedans, les faire descendre tout le temps, ça m'a permis de réfléchir, ça m'a permis de voir plein de mecs qui passaient à côté de moi aux urgences ophtalmologiques, arriver pour des trucs, mais des fois des conneries, vraiment des trucs impensables, tout ça pour réaliser qu'en fait la vie va très vite, qu'il faut en profiter et que du jour au lendemain on se retrouve au sommet, on bascule, on est dans le trou, quoi. Et ça m'a fait réagir, ça m'a fait décider d'arrêter mes études. En fait, il me restait 1 an pour être ingénieur et j'ai dit hop, j'arrête. Et je me suis dit, bon voilà, c'est simple, j'ai toujours aimé le sport, j'ai cette possibilité dans le ski freeride, et je vais devenir freerider professionnel. Voilà. C'est-à-dire que cet accident qui normalement met fin à une carrière, toi, ça a été le début de ta carrière. Ouais, exactement. Ouais. Le jour où je quitte l'hôpital, le chirurgien me dit écoutez, monsieur Duchosal, vous arrêtez le sport, il ne faut plus de vibrations, il ne faut plus rien, sinon vous allez revenir me voir et très vite. Et je lui dis ouais, ok, pas de problème. Et puis voilà, j'ai toujours eu un peu cet esprit compétiteur et autres. Et pour moi, en fait, ça a été un challenge. C'est une épreuve qu'on m'a mis sur mon parcours. Et je me suis dit, voilà, le meilleur moyen ou le pied de nez que je préfère, c'est de partir à l'opposé et faire exactement ce que j'ai pas le droit de faire. Et donc c'est là qu'a commencé la carrière de freerider professionnel avec des voyages photos et comme on disait tout à l'heure, le lancement de ma carrière, quoi. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui tu fais complètement abstraction de ça, tu vis normalement, hein, ça on l'a bien vu, mais ouais. C'est pas quelque chose qui t'obsède ou non, pas du tout. Alors si, c'est quand même toujours présent parce que visuellement, moi je le vois tous les jours dans ma glace. Mais au-delà de ça, quand je fais du sport, quand je fais du ski, à aucun moment je me dis que j'ai un handicap ou autre.
Pour moi, ça n'existe pas, je suis normal, quoi. Voilà, c'est vrai que je suis pas comme quelqu'un qui a une vision normale à 10 des 2 yeux, mais ça m'a pas empêché d'avancer. Et puis l'humain, le cerveau est une très belle machine, et j'ai compensé. Voilà. Mais parce que quand tu perds l'usage d'un œil, tu perds aussi la profondeur, enfin la vision en 3D. Ouais. On peut imaginer que quand tu te descends une face avec des sapins, des rochers, etc., avoir un petit... Savoir gérer cette profondeur, c'est la base et c'est indispensable. Au début, je t'avoue, hein, les premiers mois, le truc que je faisais souvent à table, c'était servir l'eau à côté du verre, parce que je voyais pas la profondeur. En ski, je me suis pris 2-3 branches, 2-3 arbres. Voilà, tu vois, le temps que le cerveau s'adapte. Mais non, de fil en aiguille, c'est comme un sport. Quand tu l'attaques à niveau débutant et que tu deviens un expert, de fil en aiguille, j'ai repris un haut niveau, et mon œil, ça a été la même chose. Au début, j'étais conscient que j'avais un dédoublement de la lumière, je voyais double, et puis petit à petit, ça s'est estompé. Mon cerveau a fait la part des choses, moi aussi. Parce que mentalement je me suis accroché et j'ai un caractère assez fort, et puis ce qui fait que je suis redevenu entre guillemets normal tout de suite, quoi. Allez, au bout de 6 mois d'adaptation, mais voilà. C'est quand même assez extraordinaire, non, comme parcours. C'est pas quelque chose qu'on voit partout. Je sais pas, moi je le vois pas comme ça en fait. Moi je le vois comme mon quotidien. Pour moi c'était normal d'être comme ça. Donc je me dis même pas que c'est un exploit ou autre. Tu le gères, tu te serais foulé la cheville, c'était la même, quoi. Exactement. C'est ça. Ça a été comme un pansement, comme une égratignure ou autre, comme n'importe quelle blessure. Moi je l'ai pas perçu comme un truc de lourd. Alors effectivement, quand on en parle sur le bilan médical, c'est lourd. Mais ça n'a jamais été ma philosophie, donc voilà, je me suis dit, écoute, c'est arrivé, c'est comme ça, hein, et maintenant on va pas regarder 50 ans en arrière, ça sert à rien, donc on va de l'avant, et voilà. Dans ma vie, j'ai tout le temps été comme ça, aller de l'avant, et j'ai fait pareil avec mon cas personnel quand j'ai eu cet accident. Voilà, j'ai remis tout à plat, et direct, je suis reparti à fond. Tu es reparti donc dans ta carrière sportive dont on a parlé tout à l'heure, et aujourd'hui tu es reparti à fond dans ta carrière dans la production et l'image, et on va aller se trouver un coin un peu moins exposé au vent pour en parler, parce que sinon on va finir comme 2 petits glaçons. En bonhomme de neige, comme notre voisin là-bas. Exactement. Bon, alors changement de programme, on voulait retourner un peu sur les pistes pour terminer cette émission, mais il fait toujours de plus en plus froid ici aux Arcs 1950, donc avec Thibaut on va se mettre au chaud, cosy, histoire de causer cinéma. Et justement, cinéma, c'est intéressant puisque je vous propose de retrouver Bertrand Delapierre, qui est un réalisateur de films de ski. Je l'ai rencontré il y a quelques temps de ça à Chamonix. Donc on retrouve Bertrand et ensuite on retrouve Thibaut. Donc là on est aux Ouches, dans la vallée de Chamonix. Voilà, c'est là où j'ai grandi depuis maintenant plus de 40 ans, allez, je suis tout jeune. C'est vrai que moi j'ai grandi dans la montagne et la glisse, donc c'est sûr que du coup c'est plus simple d'aller au contact de ces gens-là, quoi. Surtout que moi j'aime bien aller un peu au contact de l'action, en fait, voilà. Les longs plans qu'on fait de très loin avec un objectif, bien sûr j'en fais de temps en temps. Il y a des trucs que je peux pas faire, style le wingsuit, ça moi je vole pas, donc je peux pas faire comme eux, quoi. Mais après, dans des choses que je peux faire moi-même, je préfère être avec eux, quoi. On était un trinôme de snowboarders en fait dans la vallée, dont quelqu'un qui était très connu qui s'appelait Marco Siffredi, donc du coup avec qui j'ai fait pas mal d'images et qui m'a permis de m'entraîner au cadrage et au rendu des choses, en fait, voilà. Et surtout qu'avec Marco, c'était un bon entraînement, c'est qu'il n'avait jamais tellement le temps d'attendre, en fait. Donc il fallait être placé au bon endroit et faire ça et pas se tromper, en fait, voilà. Sinon il n'allait pas attendre 2 minutes que je sorte la caméra à un autre endroit. Donc ça c'était un bon pied à l'étrier, je dirais, quoi. Après ça m'a bien forgé, quoi. Malheureusement après il est parti et du coup j'ai suivi d'autres personnages de montagne, mais c'était un bon tremplin, je dirais. Ce qu'on a tourné sur le voilier Maïwan entre le Kamtchatka et le Japon, donc tout ce qui est l'archipel des Kouriles. Voilà, donc ça c'est un documentaire plutôt long, classique, 52 minutes, mais où là il faut tout faire soi-même, en fait. Voilà, on est embarqué sur un bateau, il faut suivre les sportifs. Le snowboarder c'est Xavier Delru, en fait, voilà, qui a fait tellement de choses, mais qui n'était pas allé au Kouril parce qu'il y a eu tellement peu de monde là-bas que lui aussi découvrait. Après il y avait Adrien Coirier, qui est un fort skieur du World Tour, mais qui aime bien voyager en bateau, même s'il est malade, mais il est très courageux pour le coup.
parce que chaque fois c'est compliqué pour lui. Et après il y avait 2 marins, Erwan Leland qui est le skipper du bateau Maïwan et Nico Boadvezi qui est aussi un skipper, mais lui qui est plus habitué aux compétitions de bateaux, mais sur des plus petits bateaux en fait. Voilà, c'est plus de régates en fait. Voilà. Et donc du coup on est parti un mois voilà, sur cet archipel à chercher les lieux où on pouvait s'arrêter en bateau et où il y avait des pentes à skier. Donc voilà, c'est plutôt des trips aventureux mais qui sont plutôt sympas quoi. Voilà. Et là pour le coup on est vraiment au cœur de. Ce qui est sympa c'est que on est au cœur de poulet entre guillemets, c'est pas très beau. Au cœur de l'aventure on va dire plutôt quoi. Et donc voilà, il faut vraiment. On ne sait pas de quoi le lendemain est fait quoi. C'est plutôt sympa quoi. Là c'est le code. Là même si moi j'ai dépassé 40 ans là on retrouve notre motivation d'il y a 20 ans quoi. Donc c'est plutôt sympa quoi. Donc ça c'est vraiment des choses pas trop écrites en fait, voilà, où il faut s'adapter à tout quoi. Et après à contrario quand on fait des films comme Tout là-haut par exemple qui passe au cinéma, là c'est très écrit et il faut s'adapter au desiderata du réalisateur où l'image est vraiment au service d'un synopsis et d'une histoire quoi, en fait. Voilà. C'est pas le matin il a neigé, le ciel est bleu et on va à l'endroit où c'est le mieux quoi. Non, Serge le réalisateur vraiment avait écrit notamment des choses par mauvais temps, des lieux qui sont très très beaux mais qui voulaient tourner pour la dramaturgie du film par mauvais temps. Donc au début on a eu un peu du mal d'ailleurs à dire mais non, tu t'es trompé là, il faut qu'on magnifie la montagne. Et non, c'était vraiment. Et après, on a compris qu'il voulait vraiment montrer tous les aspects de la montagne et vraiment que l'histoire a amené tout un contenu intéressant, quoi. Donc, puis finalement, c'est un bon exercice d'essayer de coller au desiderata de quelqu'un qui a imaginé ça, en fait. Donc, ça, c'est plutôt. C'est un autre métier. Là, c'est mon métier de cadreur, en fait. Et les choristes, c'est plutôt le métier de réalisateur. En fait. Voilà. Donc il y a deux facettes. Quoi. Ça fait bientôt 20 ans que je fais ça. Et puis c'est super parce qu'il y a plein de sujets, pas forcément ici, mais partout dans le monde où on peut s'éclater en images et en histoire en fait. Il y a plein de choses à raconter. Quoi. Voilà. Ouais. Et mon truc, j'aime bien découvrir d'autres personnages, des nouveaux personnages, des nouveaux lieux, quelque chose qui est un peu. En fait, je prends autant de plaisir à tourner qu'à découvrir les gens en fait. Alors, on quitte Chamonix et Bertrand Delapierre pour revenir avec Thibaut. Bertrand parlait du film réalisé au Kouril sur le Maïwan. Ouais. C'est un film que tu connais pour une très bonne raison, dis-moi laquelle. Que j'organise avec mon équipe de la SOS un festival de films à Bourg-Saint-Maurice, le Winter Film Festival. Et Bertrand, avec ce film, a remporté le prix du meilleur documentaire. Dans le milieu des réalisateurs et le milieu du film de glisse, du film de glisse / de neige, de ski, de snow, c'est un très petit milieu, donc j'imagine que vous vous connaissez tous plus ou moins. Ouais, on se connaît tous plus ou moins, soit de nom, soit personnellement. Après, Bertrand, dans le monde de la montagne et de la prise de vue, c'est quand même un monsieur, donc c'est un vrai client. Tout le monde le connaît. Et puis moi, j'ai la chance de le connaître un petit peu personnellement. J'ai filmé avec lui en tant qu'athlète sur des publicités. On l'a eu sur le festival à Bourg. Donc voilà, c'est un grand bonhomme. Dans le milieu, il est connu. Là, dans cette dernière partie d'émission, on va parler de ton activité dans les films, notamment tu fais de la production. Mais justement aussi tu organises ce festival. C'est quoi on va être complètement terre à terre hein, dans les chiffres, tout ça, on va presque faire de l'économie, mais le marché du film de ski, c'est quoi? Comment on fait exister un film de ski? Comment on le fait pour qu'il soit créé? Et comment on le fait vivre derrière? Il vit grâce à la passion. Si on parle vraiment de financier, la première source d'argent, c'est les sponsors qui sont intéressés, qui envoient un athlète sur un film. Ça paye en gros les frais de déplacement. Et puis après, quand je parle de passion, c'est que Laurent, le réalisateur, moi, le producteur, tout le temps qu'on passe, c'est du bénévolat, quoi. On en retire pas d'argent directement. Pourquoi? Parce qu'on est dans une niche en fait et ça intéresse peu de télé. Et les télés que ça intéresse, c'est pas des télés qui ont des gros budgets en acquisition. Donc au final, je prends l'exemple de Senna, le film qu'on a fait au Groenland. C'est un film qui coûte plus de 60 000 €. En vente, on a dû rentrer 4 000 €.
Donc voilà, tu vois bien que c'est Donc, pas un modèle économique. Ouais, voilà, c'est une grosse recherche de sponsors en amont pour faire exister le film. Ouais. Et puis après, si ça rentre de l'argent, c'est bonus, mais on ça, compte pas, quoi. et puis aussi pour vivre des expériences exceptionnelles, quoi. Sur Senna, je sais que Nico Boadvesi a mis de l'argent de sa poche, moi j'en ai mis aussi de ma poche. Les sponsors prennent une partie en charge, mais l'autre, c'est nous, c'est pour le plaisir. C'est pour avoir fait une fois dans sa vie un trip ski wall au Groenland dans les fjords de Nuuk. Voilà, c'est des opportunités qu'on rencontre pas tous les jours. Et à un moment donné, c'est la passion qui nous mène, hein, clairement. Hein. Mais non, il n'y a pas de modèle économique, c'est pas Hollywood, c'est pas la télé-réalité. C'est difficile de récupérer des budgets. Et justement, le fait d'organiser un festival, c'est pour donner une visibilité à ce que toi tu produis, mais aussi au film des copains et puis de toute cette petite sphère du film de ski. C'est exactement ça, tu as tout compris. En tant que producteur, on fait des films, on passe beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Et la récompense, en fait, c'est de les voir sur un écran de cinéma. Et l'idée du festival à Bourg, le Winter, c'est de mettre à l'honneur le ski, la glisse, parce que c'est multiglisse, mais de mettre à l'honneur sur un écran de cinéma. Parce que le regarder sur son téléphone, sur son ordinateur, c'est quelque chose, mais je t'assure que quand tu es dans ton fauteuil au ciné, que tu as un énorme écran avec une qualité de son de dingue, c'est autre chose, quoi. Et ça, t'es pas tout seul, du coup. Donc et t'es pas tout seul aussi. Bon, il y a le partage, ouais, clairement, mais c'est vraiment le moment de se retrouver face au grand écran et de dire waouh, ouais, c'est quand même beau, quoi. Voilà. C'est ça. C'est ça l'idée du festival. Et la passion, elle reste intacte parce que on voit les belles images toujours. Ça a l'air magnifique quand on voit un film. Mais pour savoir comment ça fait d'être de l'autre côté de la caméra, c'est des galères et des galères à n'en plus finir. C'est clair, c'est le cas. Qu'est-ce qui fait que... Parce que souvent, on se retrouve par moins 22 avec les 20 kilos sur le dos. Comme aujourd'hui, par exemple. Et on se dit, mais pourquoi j'ai choisi ça, pourquoi ça? Et pourtant, on y revient toujours. Ouais, mais on en revient à ce que je disais il y a même pas 5 minutes. La passion. La passion, et puis quand tu es devant le grand écran et que tu es là, tu es subjugué, tu es fait waouh, c'est incroyable. Et avec Lolo, maintenant, c'est ça, c'est ce qu'on a fait, c'est beau, mais on va faire encore mieux. Et on est toujours dans le challenge d'essayer d'aller dans des endroits encore plus loin, dans des aventures, encore plus aventures avec un grand A. Et on se lâche jamais. Alors après, c'est clair, pendant les tournages, des fois c'est la galère. Là, celui qu'on a fait en Patagonie, la Patagonie, c'est un territoire magnifique, mais c'est aussi un territoire hostile. C'était 100% aventure, tout en pot de phoque, en randonnée, avec des longs rallyes. Je peux te dire que sur le moment présent, on n'avait pas la même tête, on n'avait pas le même état de fatigue. Ouais. Mais tout ça, ça passe une fois que tu vois ton film à l'écran, quoi. Ouais. Et à chaque fois, ça te redonne le peps. Tu vois, je sais que la bande-annonce, quand on l'a sortie, on l'a sortie en avant-première pendant le Winter Film Festival. Elle n'est pas encore sortie là, mais on avait fait une petite exclue. Et devant l'écran, je m'étais surpris à me dire waouh, ouais, c'était quand même génial, quoi. Et tu vois, c'est ce dixième de seconde où tu as ce sentiment-là qui fait que tu replonges. Ça c'est ton dernier projet, donc, dont on voit des images en ce moment à l'écran. Oui. Qui va sortir quand, du coup? Il sort au mois de juillet, si tout va bien, parce que le tournage, c'est une chose, mais après, la post-prod, c'en est une autre, avec des galères aussi. Et ouais, normalement, on fait la première de The Empire of Wind à Chamonix pendant la Arc'teryx Alpine Academy le 5 juillet, si je ne dis pas de bêtises. Merci de nous avoir accueillis ici aux Arcs 1950, de nous avoir fourni toutes ces belles images de toi en train de rider et de tes films donc, qui ont ponctué cette émission, parce que on n'est pas trop sorti, il faut bien le dire, il fait moins 22, c'est juste pas possible, les caméras tombent en rade. On a tout donné, un vrai drame. On a fait le max. On est allé très très loin, on a cherché au fond de nous. Et ben moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine au cœur de l'extrême.